Bienvenue dans le débat de France 24. Les événements se bousculent en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est en passe d'être remanié après la démission aujourd'hui de Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre. Un départ qui intervient au terme d'un week-end particulièrement agité. 2 jours de mutinerie menée par d'anciens membres de la rébellion. Ceux qui ont lutté pour l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara et qui, arrivés à mi-mandat, s'estiment lésés. Retour en images sur ces 48 heures de crise avec Florence Thomazeau. Les rues de Bouaké quasiment vides. La deuxième ville de Côte d'Ivoire était ce samedi sous le contrôle de militaires mutins. Des hommes qui réclament au gouvernement des augmentations de salaire et le paiement de primes. Depuis vendredi, des coups de feu ont été tirés, parfois à l'arme lourde. Le président Alassane Ouattara a donc pris la parole pour annoncer un accord après discussion avec le ministre de la Défense. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Mais pendant quelques heures, les mutins ont estimé que cette annonce ne comportait pas de date précise quant au paiement des primes et des salaires. Le ministre de la Défense a été brièvement retenu par les militaires dans la résidence du sous-préfet avant de pouvoir quitter la ville. En annonçant l'accord trouvé, le président ivoirien a demandé aux mutins de regagner leur caserne. Un appel qui semble avoir été entendu. Les soldats auraient levé les barrages qui bloquaient les accès à la ville. Voilà, alors on va débattre évidemment de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec à mes côtés Vincent Gnisako, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général ici à Paris du RDR, le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, et président en France du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est l'alliance du RDR et du PDCI, le parti historique de Félix Houphouët-Boigny. Exactement. Face à vous, Georges Jacquat, représentant du FPI en France et au Luxembourg, secrétaire national en Europe du Front populaire ivoirien. C'est le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo et vous êtes la principale force d'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous Jean-Karim Fall, rédacteur en chef à France 24, et Antoine Glaser, journaliste et écrivain. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et auteur d'Arrogant comme un Français en Afrique. C'est paru cette année aux éditions Fayard. Antoine Glaser, autant clarifier d'emblée les choses. Cette démission, a priori, elle n'a aucun rapport avec les événements de ce week-end. A priori, mais bon, il faut savoir que les mutineries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ce week-end, c'est quand même des mutineries, ça n'a pas démarré n'importe où. Ça a démarré à Bouaké, dans des bataillons qui étaient les anciens bataillons des chefs rebelles, et en particulier de Guillaume Soro, de l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui va sans doute être réélu. Et on a vu on voit bien qu'il a dû jouer un rôle assez important dans la négociation, puisqu'il était, quand le président Alassane Ouattara est allé au Ghana, qu'il est rentré du Ghana, on a bien vu que c'était Guillaume Soro qui lui faisait le salut fraternel africain. Oui. Et surtout, il y a eu un conseil de défense et Guillaume Soro, qui est président de l'Assemblée nationale, de façon un peu étonnante, était présent. Donc on voit que c'est important. Il faut savoir quand même que quand il y a eu les accords de Ouagadougou en 2007, il était prévu que de 2009 à 2011, ces mutins, on leur avait promis 2 ans de salaire. Il y avait 8500 soldats, c'est eux qui ont accompagné l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, et c'est certain que, voilà, alors ce qui est étonnant, évidemment, c'est que on voit bien que ça intervient, je veux dire, la veille, non seulement de décisions politiques extrêmement importantes, Assemblée nationale, nomination d'un vice-président et en même temps un nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement. Il devait y avoir, je ne sais pas où ça en est, un démarrage aussi d'une grève de fonctionnaires extrêmement importante. Donc cette mutinerie n'arrive pas. Bon, je veux dire, les types revendiquent. Ça ne veut pas dire qu'eux savaient exactement, mais ça arrive en tout cas dans une période politique extrêmement sensible actuellement à Abidjan. Je viens de rentrer d'accord. Jean-Karim, un accord a été conclu avec les mutins, qui prévoit le versement des primes. Alassane Ouattara a donné satisfaction au mouvement parce qu'il n'avait pas le choix, ou est-ce qu'il avait anticipé même que de toute manière ça se conclurait d'une manière ou d'une autre ? Je sais pas s'il avait anticipé, mais effectivement, je reviens un instant sur ce qu'Antoine vient de dire, sur cette mutinerie. Alors peut-être avait-il anticipé, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi la mutinerie, effectivement, on peut être étonné, parce qu'on assiste en fait à quoi ? À un président qui prend son avion,
qui va assister à l'investiture du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. On le voit tout sourire dans un stade d'Accra. Après, on le revoit revenir à Abidjan et effectivement être accueilli par Guillaume Soro, ex-chef des forces nouvelles. Donc on attend toujours la nomination ou pas, enfin la reconduction à la tête de l'Assemblée nationale. A priori, il va être reconduit sans problème à la tête de l'Assemblée nationale, en tout cas pour des raisons, je dirais, arithmétiques. Si on en juge par le résultat des législatives, je ne vois pas qui peut être président de l'Assemblée nationale. Mais je reviens un instant là-dessus, donc sur cette mutinerie. Alors, savait-il ce qui allait se passer ? Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème dans l'armée ivoirienne qui n'est pas réglé. Et ça, je pense que le président Ouattara le sait, que ce fameux DDR dont on parle beaucoup, vous savez, les responsables des Nations Unies ont souvent ce sigle un peu barbare, DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Alors, en Côte d'Ivoire, c'était une énorme opération de DDR, puisque ça comportait pas loin de 50 000 combattants. Donc, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se voit que ce DDR n'a pas totalement fonctionné, puisqu'il y a encore des gens, et essentiellement, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont issus des forces nouvelles, qui ne sont pas contents, parce qu'ils disent le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, notamment en termes de primes. Donc on y reviendra peut-être plus tard. Une des explications, c'est peut-être le degré de corruption qui règne actuellement à certains échelons de l'armée, qui explique donc que toutes les promesses ne sont pas tenues. Mais enfin, pour résumer ce que j'ai envie de dire, c'est que l'opération a été, je dirais, gérée. Et relativement bien gérée, parce que au final, on a une mutinerie, mais on a 0 victime. On n'a pas de dégâts, à ma connaissance, en tout cas, de dégâts matériels spectaculaires. Donc, voilà. Georges Jacquat, d'abord, est-ce que vous avez été étonné par ce qui s'est passé ce week-end? Est-ce que vous avez craint que ça débouche éventuellement sur de nouvelles violences? Et puis, plus généralement, est-ce que, d'après vous, le pouvoir ivoirien aujourd'hui a la situation en main et cherche même peut-être à marginaliser certains de ces éléments dans l'armée? Bon, alors, est-ce qu'on a craint que ces violences débouchent sur une nouvelle crise? Oui, effectivement. Vu le traumatisme que nous avons tous connu à la suite des événements de 2011, il est clair que entendre des coups de feu n'est pas chose que tout le monde souhaite entendre. Donc, on était inquiets. Oui. Bon, mais entre autres, est-ce que l'avènement de cette mutinerie nous a étonnés? Pas vraiment, comme le disent mes prédécesseurs. Ça fait longtemps que cette grogne existe. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Et ce dossier est pendant depuis 2012. Donc, ils savent. Et déjà en 2014, il y avait eu un premier mouvement. Voilà, donc ils savent qu'ils devaient payer ces primes. Mais l'étonnant dans cette affaire, c'est le moment. Et ça, je suis heureux que Antoine ait attiré notre attention là-dessus. C'est le moment. Le moment où la Côte d'Ivoire doit passer à une phase de la Troisième République, où on doit avoir un nouveau vice-président, on doit avoir un nouveau gouvernement, et on doit élire un président de l'Assemblée. Il intervient cet événement, c'est, pour moi, à coup sûr, un événement qui permet de mettre de la pression, qui permet d'utiliser comme un moyen pour calmer les ardeurs et les velléités. Vincent Nisako, est-ce que c'est parce que justement dans cette période de transition et de renouvellement de certains postes dans les institutions, certains sont supprimés, ministres d'État notamment, d'autres vont être créés, ce poste notamment de vice-président, est-ce que c'est pas justement de ce fait que certains se rappellent au souvenir de ceux qu'ils ont quand même porté au pouvoir pour dire les postes, il faut aussi d'une certaine manière les distribuer? Oui, je voudrais dire qu'on va écarter un peu les supputations pour voir exactement ce qui se passe. Et effectivement, le président de la République, qui est adulé par les ministères militaires, a réglé le problème. Il nous a vraiment sortis de ce mauvais pas, parce que les conséquences auraient pu être désastreuses. Comment vous expliquez qu'il soit parti au Ghana à ce moment-là, alors? Mais c'était une invitation en tant que membre. Il était tenu de l'honorer, même compte tenu de la situation en Côte d'Ivoire? Oui, oui, parce qu'il savait que déjà, il avait fait partir des émissaires pour régler
le problème avant qu'il ne décide de ce qu'il y avait à faire pour trouver des solutions. Mais toujours est-il que, en fait, nous sommes là dans le lancement de la Troisième République. Effectivement, peut-être que le président, disant la dernière fois qu'il ne se représentait plus, les gens ont peut-être senti qu'il pourrait être fouillé si le président n'est plus là et qu'il dévance leurs revendications. Mais ces revendications, quelle que soit leur légitimité, comme le dit le président de la République, n'ont pas été de façon appropriée. C'est cette façon appropriée de... Vous voulez dire que les revendications en elles-mêmes, elles vous semblent légitimes, mais pas la manière de les exprimer? Pour être légitime, peut-être. Oui. Parce que il ne peut pas se lever et dire qu'on nous doit des... Oui. Et surtout... Il y a des promesses qui n'ont pas été honorées. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Ce qui est vrai... Vous le reconnaissez donc, hein? Non, ce qui est vrai, je ne reconnais pas qu'il y ait des primes à payer. Mais ce qui est vrai, c'est que les conditions de travail et de vie, ça, c'est réel. Même ici en France, on a vu que des policiers s'étaient plaints de leurs conditions de travail. On a affaire à une revendication catégorielle classique, Antoine Glaser, comme on le voit dire classique dans l'administration, quand on va voir, c'est quand même des coupes sombres. En fait, ce qui est quand même très particulier, vous aviez à un moment donné, dans un premier temps, vous aviez 400 soldats du temps de Laurent Gbagbo qui avaient quitté finalement le sud de la Côte d'Ivoire au moment de la rébellion, quand le pays était coupé en deux. Allés dans le nord. Déjà, eux avaient des revendications. Là, c'est 8500 soldats. Vous avez d'un côté là, tout ce qui concerne la démobilisation des gens qui ont été rendus à la société civile ou réintégrés. Très peu, finalement, ont été réintégrés dans l'armée. Donc, c'est 8500 à qui on avait promis un certain nombre de choses. Mais ce qu'il y a quand même de particulier quand on connaît un peu la Côte d'Ivoire, c'est que là où les gens qui ont revendiqué en premier ces mutineries, c'est le 3e bataillon, je veux dire, à Bouaké, c'est tel bataillon à Korogo, tel bataillon à Daloa. Ils se sont quand même... Vraiment les anciens des chefs rebelles de Guillaume. On parle des Comzones. Les fameux Comzones. Et je pense que... Alors pour ceux qui nous regardent, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous regardent, mais justement les commandants Jean-Karim, pour refaire un peu l'histoire. Allez, on va refaire un petit peu l'histoire. À l'époque de la rébellion, il y a donc eu une véritable armée rebelle, entre guillemets, donc qui a pris le contrôle de tout le nord et le centre du pays. 60% du territoire à l'époque. De la Côte d'Ivoire. Et effectivement, donc ce mouvement était organisé avec des responsables et des commandants de zone. Et en fait, avec un diminutif, on les appelait ces fameux des comzones. Alors, ces comzones, ils existent aujourd'hui. Ils sont, certains ont même défrayé à plusieurs reprises la chronique à Abidjan parce que en temps de paix, pour certains, ils ont littéralement fait fortune. Donc, effectivement, et c'est là que moi je reviens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai problème au sein de l'armée ivoirienne, mais à la limite, qui date pas d'aujourd'hui, parce que vous savez, il faut faire un petit peu d'histoire. L'armée ivoirienne, en fait, c'est quoi? L'armée ivoirienne du temps d'Houphouët-Boigny, c'était, je dirais, rien du tout. Rien du tout. Houphouët-Boigny avait fait le choix de s'appuyer sur les Français. Il y avait une présence militaire française très importante. Donc, il avait en quelque sorte délégué la sécurité de la Côte d'Ivoire aux Français. Ensuite arrive... D'abord, il y a un coup d'État. D'abord, il y a un coup d'État avec le général Gay. Alors déjà, cette toute petite armée de rien du tout est en partie, je dirais, déstabilisée par ce coup d'État du général Gay. Ensuite arrive Laurent Gbagbo au pouvoir. Là, il y a effectivement 2 nouveaux militaires qui sont intégrés. Laurent Gbagbo perd le pouvoir. Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Donc, on intègre dans cette structure qui est encore brinque-ballante 2 nouveaux militaires. Donc, ces anciens rebelles. Donc, aujourd'hui, vous avez c'est un agglomérat, en fait. Cet agglomérat, si vous voulez, vous avez quasiment 3 armées, et c'est toujours difficile. Au-delà de la Côte d'Ivoire, les questions de DDR
et de cohabitation entre différents corps d'armée qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, c'est un véritable casse-tête. Parce que les grades, on parle de ces fameux commandants de zone, ils ont eu des grades du temps de la rébellion. Mais le problème, vous vous retrouvez dans une armée dite républicaine organisée, vous arrivez, vous dites, vous êtes commandant de zone. Mais commandant de zone, ça ne veut absolument rien dire. Alors c'est quoi? C'est un colonel, c'est un capitaine, c'est un lieutenant. Et donc tout ça, ça crée des frustrations. Ça veut dire, Georges Acatz, ça veut dire que c'était impossible d'honorer la promesse qui avait été faite de les intégrer en respectant effectivement à la fois leur grade, mais aussi en payant les soldes. C'était difficile ça pour le pouvoir ivoirien de le faire? C'était difficile de le faire dans la mesure où, comme il l'a dit tantôt, on a les forces de défense et de sécurité et puis on a les forces républicaines, les FSI, qui ont été, on va dire, jumelées. Mais on ne sent pas le mélange. Et même dans cette mutinerie, vous avez bien observé que la gendarmerie, la police, n'étaient pas tenus à l'écart, oui. Voilà, il n'y avait que ces bataillons qui étaient essentiellement composés de forces nouvelles. Oui. Donc, c'est pas le véritable problème de fond. C'est effectivement le problème de l'armée qui n'est pas refondée. Et puis, il y a aussi, moi, ce qui m'inquiète, c'est la rapidité avec laquelle M. Ouattara a résolu ce problème en 48 heures. Oui, parce que ça gagnait à Abidjan. Avec une certaine aisance. Il est allé au Ghana, il est revenu. Oui, parce que ça gagnait à Abidjan en 48 heures et alors qu'on a bien vu que ces soldats ont pris jusqu'à plus de 5 villes. Oui. Et donc, moi, je me dis que si des revendications aussi importantes et que des gens qui ont tenu des bataillons autant de villes en 48 heures, et M. Ouattara, d'un coup de bâton magique, résout ce problème, c'est qu'il serait capable de résoudre les problèmes des Ivoiriens en 2017. Et que n'avait-il fait plus tôt et que n'avait-il anticipé justement, Vincent Gnisako? Non, il a anticipé, mais les problèmes à résoudre sont difficiles. Il faut reconnaître que tous ces militaires, comme Jean-Karim Fall le disait, c'est pertinent ce qu'il dit. Mais c'est-à-dire que c'est avec de l'argent qu'on résout ce problème-là. Oui. Parce que avec le DDR, déjà, une partie de l'armée a été orientée pour désarmement, démobilisation, intégration. Pour intégrer la société civile. Et puis, il y a le reste des militaires qui doivent être formés. Leur formation coûte de l'argent et leur solde coûte de l'argent. Et donc, le président Ouattara leur a expliqué bien avant ce qui serait difficile de le faire. Bon, donc de cette façon, pour cette raison, quand on s'étonne qu'il ait résolu le problème rapidement, mais c'est que c'est un savoir-faire. Dans toute négociation, il y a un savoir-faire. Savoir-faire ou calcul politique, Antoine Gazer? On va aller très vite parce qu'on doit faire une coupure dans une minute. Le savoir-faire, je n'ai pas la petite souris sous la table, mais le savoir-faire, ça s'est passé entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Voilà, c'est-à-dire, c'était quand même lui l'ancien chef de ces rebelles. Alors on verra justement quel est le rôle de Guillaume Soro dans cette affaire qui, à l'heure qu'il est, n'est pas encore reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. Et puis on parlera également du mouvement de grève, cette fois dans la fonction publique. C'est dans un instant. Restez avec nous.